Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez un nouveau numéro de Quoi de neuf en histoire. Je suis Rassan Moubarak et dans cette émission, je reçois des historiennes et des historiens pour parler de leurs livres. Mon invité aujourd'hui est Fabien Archambault, auteur de Coup de sifflet, une histoire du monde en 11 matchs, paru en 2022 aux éditions Flammarion. Bonjour Fabien. Bonjour. Vous êtes maître de conférences en histoire contemporaine à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Nous nous étions déjà entretenus à propos d'un autre de vos livres, Les légendes du siècle, une histoire des Jeux olympiques en 12 médailles en 2024 chez Flammarion. Et j'invite nos auditrices et nos auditeurs à réécouter cet enregistrement qui est toujours disponible sur les plateformes. On trouvera dans ce livre Fabien Archambault un ambassadeur uruguayen, un ancien ouvrier du Forez, Aimé Jacquet, des commerçants de Calcutta, un capitaine de la police soviétique, etc., etc. 11 récits comme autant de joueurs dans une équipe de foot, mais c'est surtout une histoire sociale du football que vous racontez. Oui, tout à fait. Par rapport au précédent livre qui était sur les Jeux Olympiques, il s'agit du deuxième phénomène sportif le plus important au monde. Et il s'agissait de comprendre comment est-ce que des sociétés se sont emparées du football. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'il n'y a rien de spontané à la diffusion d'une pratique culturelle, quelle qu'elle soit, et là, en l'occurrence, une pratique sportive qui est celle du football. C'est pourquoi le football ? Et la réponse, elle est dans les sociétés, c'est-à-dire quels intérêts, quels besoins les sociétés, quels plaisirs les sociétés ont trouvé à jouer à ce sport très particulier. Cette réponse, on l'a même dès le début, parce que le premier chapitre s'ouvre sur le premier match international qui est disputé le 5 mars 1870 à Londres entre l'Angleterre et l'Écosse, qui se termine par un score nul, un partout. Et ces premiers pas sont décisifs parce qu'ils vont marquer déjà le rapport du foot avec l'argent et la société du spectacle. Totalement, c'est que il faut toujours se méfier en histoire de l'illusion rétrospective, et notamment en histoire du sport, l'idée qu'il y aurait eu un âge d'or pur, débarrassé des contingences matérielles. Donc en gros, le sport spectacle contre le sport amateur des débuts. En gros, le mythe de la pureté des origines, le mythe du bon sauvage, d'une certaine manière, appliqué au sport. Il n'en est rien. C'est que si le football s'est imposé dans la culture de masse anglaise en formation, la décennie 1870-1880, c'est celle de l'achèvement de l'urbanisation du pays. C'est qu'il y a des entrepreneurs sportifs, des impresarios, qui jusque-là étaient actifs dans le cricket, qui était le premier sport qui générait de l'argent, qui avait construit un championnat avec des tournois, avec des vedettes, qui ont appliqué ce modèle-là à... on ne savait pas trop ce que c'était. En gros, ces jeux de balles où on joue avec la main, avec le pied, on se tacle, on se plaque, on se fait mal, on marque des buts, soit en tirant sous la barre, au-dessus de la barre, à côté de la barre, il y a du hors-jeu, il n'y a pas de hors-jeu, bref. Tout ça était un grand magma qui était issu des élites sociales des public schools et de l'université. Et voilà, donc en gros, il y a quelques entrepreneurs qui décident de créer ce sport d'hiver, parce que le cricket, c'est le sport d'été. Et il faut bien utiliser les installations qui sont dévolues au cricket pendant l'hiver. Et ce sera les règles qui sont adoptées pour ce premier match international. Ça fonctionne. En gros, on les répète pour la belle, pour la revanche. Le fait que ce soit un match nul va contribuer en fait à fixer les règles, parce qu'on va répéter ce match avec les mêmes règles. Exactement, c'est-à-dire que jusque-là, en fait, comme en gros, chaque école privée, chaque lycée privé anglais avait ses règles. Qu'on appelle les public schools. Voilà, c'est ça. Comme Eton ou d'autres. Exactement. Elles sont en gros 8-9. La question se pose une fois que ces élèves se retrouvent dans les deux grandes universités, Oxford et Cambridge, selon quelles règles on joue. Donc l'habitude se prend on décide des règles au dernier moment, c'est-à-dire aujourd'hui on fait comment ? On met du hors-jeu ou pas de hors-jeu, etc., etc. Et là, ce jour-là, on décide de ne pas jouer avec la main. Alors, pas complètement, c'est-à-dire qu'en fait, quand on regarde les comptes rendus du match, il y avait des arrêts de volée. Les défenseurs, quand la balle arrivait en cloche, en gros ce qu'on retrouve encore dans le rugby à 15, mais bon, ça a été abandonné. Mais comme on a joué avec un certain nombre de règles, pendant 45 minutes, c'est-à-dire qu'on aurait pu, c'était soit une demi-heure, soit une heure, mais là on a choisi 2 mi-temps de 45 minutes, à 11 joueurs, parce que Charles Alcock, qui est l'impresario qui a monté ce match, vient du cricket, et au cricket on joue des équipes de 11, donc il se dit ce sera 11, parce que là aussi on jouait à 10, à 12, mais plus généralement entre 15 et 20 personnes.
Donc là, en gros, ce sera ça. Et donc, l'Écosse, alors, c'est pas des Écossais, hein. En fait, c'est des élèves d'Oxford ou de Cambridge qui ont des origines écossaises et qui jouent contre leurs camarades de classe. Mais en gros, il y en a qui seront anglais et d'autres écossais. La revanche, on se dit, on garde les mêmes règles. Et donc, voilà, l'habitude commence à se prendre de ce jeu de football-rugby où on ne joue pas avec les mains. Et voilà, et c'est parti. J'ai dit que la rencontre se terminait par un score de 1 partout et j'ai employé le mot score à dessein parce que pour l'anecdote, c'est dès ce premier match que le mot score, pour désigner un but, rentre dans le vocabulaire. Totalement, c'est en gros, il y a les poteaux qui sont en bois. Et donc il n'y a pas l'arbitre à l'époque, puisqu'on s'arbitre soi-même. En gros, le capitaine entre vient... gentlemen. Voilà, c'est ça, vient entailler le bois, et ça se dit, entailler le bois, tout score. Et donc voilà, ces deux scores, ces deux entailles. Ces deux entailles, exactement, dans le poteau, on a pris l'habitude de parler du score pour donner le résultat. Au milieu du 19e siècle en Angleterre, la pratique du sport est encore élitaire, principalement aristocratique et bourgeoise, et c'est avec le temps libre qui est gagné grâce à l'augmentation de la productivité au travail que les masses sont en quête de loisirs et donc peuvent s'intéresser au sport. Qu'est-ce qui distingue les premiers développements du football en Angleterre par rapport à d'autres sports, notamment le rugby? Parce que vous avez montré que les règles parfois étaient un peu floues entre les deux. Qu'est-ce qui explique que ce soit le foot qui se soit imposé? Alors c'est un processus complexe de ce que proposent les gentlemen londoniens qui créent le football. C'est les plus habiles à créer des compétitions qui vont susciter la passion des masses, justement. Et donc Charles Alcock avait compris avec le cricket, ce qui marchait bien au cricket, c'était la Cup, c'est-à-dire cette Coupe d'Angleterre, où vous avez toutes les sélections, alors là c'est par comté en général, qui se réunissent à Londres pour déterminer quelle est la meilleure équipe de cricket. Et donc ça donnera en 1872 la Cup. Et donc ça favorisera l'harmonisation des règles, c'est-à-dire que en gros tout le monde joue au football, au rugby selon ses règles, et notamment dans le nord de l'Angleterre ou dans les Midlands. Mais là, pour pouvoir participer à cette compétition, pour déterminer quelle est la meilleure équipe du pays, il faut jouer selon les règles de cette fédération anglaise. Donc voilà, il y a cette première compétition, la Cup, qui est bien montée. C'est-à-dire que c'est un produit attractif et tout le monde veut y participer. Et donc tout le monde se pliera à ces nouvelles règles. Et les deuxièmes, c'est les matchs internationaux. C'est-à-dire que là aussi, ce qui marchait bien, c'était les affrontements entre les nations britanniques, qui plaisait beaucoup. Et ça se voit tout de suite à ce premier match Angleterre-Écosse, c'est que c'est la surprise des journalistes sportifs, c'est « Ah, mais il y a du monde !» Enfin, alors à l'époque, c'est 1000 personnes. Mais 1000 personnes en plein hiver à Londres, où il faisait froid de ce jour-là, le terrain était à limite gelé, ça voulait dire qu'il se passait quelque chose. Vous montrez qu'ensuite, la diffusion internationale du football doit beaucoup à l'anglophilie des élites des différents pays. Et c'est notamment le cas en Amérique du Sud, grande terre de football aujourd'hui, le Brésil, l'Argentine et au début l'Uruguay. On a employé l'expression d'empire informel britannique pour désigner l'influence que la Grande-Bretagne pouvait avoir sur ces contrées sans qu'elles soient conquises militairement ou colonisées. Aujourd'hui, on parlerait de soft power. Comment se fait cette adoption, cette pénétration du foot dans ces nouveaux pays en Amérique du Sud et puis ensuite sa diffusion en dehors des classes aisées dans ces pays-là? Alors le schéma en fait est assez classique, c'est celui que vous venez de rappeler, c'est ce que Bourdieu avait montré dans La Distinction, et c'est sur la critique sociale du jugement, c'est quand on appartient à une classe sociale, on regarde juste au-dessus. Et donc par effet domino et plutôt effet de cascade, ça part du haut pour descendre vers le bas. Donc là, la question, c'est pourquoi est-ce que ces élites nationalistes, elles construisent leur identité nationale par rapport à la puissance qui les domine économiquement, essentiellement, donc par l'arme de la dette, un peu comme le FMI aujourd'hui domine le monde. Là, les Anglais, c'est la Banque d'Angleterre qui domine toute l'Amérique du Sud et qui fait que c'est une vraie zone d'influence pour eux. Alors, ce qui se passe, en fait, ce qui est déterminant pour le domaine du football, donc, il y a en gros ces élites anglophiles qui l'ont adopté. Pourquoi est-ce qu'elles insistent tant sur le football? Alors, c'est en partie du fait de la Première Guerre mondiale. C'est-à-dire que toutes les sociétés sud-américaines regardent vers l'Europe, qui est un modèle de civilisation, et la barbarie qui se déchaîne
entre 1914 et 1918 les fait douter de la pertinence de ce choix. C'est-à-dire que la civilisation se trouvait quelque part entre Londres, Paris et Berlin, mais est-ce que c'est encore le cas ? Et donc il y a la nécessité, et ça coïncide avec le centenaire des indépendances de tous ces pays, de refonder, de resémantiser leur identité nationale, et ça se fait par l'intermédiaire du football, c'est-à-dire que ce football qui est l'héritage des maîtres, les Anglais, on va se le réapproprier et on va jouer un football qui se veut différent de celui des Anglais et surtout, à terme, qui sera supérieur à celui des inventeurs du jeu. Et au début, d'ailleurs, dans ces premières années, l'Angleterre reste un peu le maître étalon dans ces compétitions. Et l'Uruguay, qui organise en 1930 la première Coupe du Monde à domicile, a pour but aussi principal de faire venir l'Angleterre à domicile et se confronter à eux. Totalement. Alors c'est le problème de ces transferts culturels. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de prosélytisme sportif de l'Angleterre. C'est que... en fait, c'est le monde qui s'est emparé, alors pour différentes raisons, soit l'empire informel, soit l'empire formel directement. Par exemple, les Indiens, au début, jouent beaucoup au football, mais aussi au cricket après, pour se confronter ou pour ressembler à ces Britanniques. C'est pour ça que la Coupe du Monde est créée en Uruguay. Les Sud-Américains créent une compétition qui va leur permettre, pense-t-il, d'attirer les meilleurs Européens pour justement pouvoir prouver leur supériorité par rapport à ces 10 Européens. Le problème des Anglais, c'est que eux fonctionnent très bien, ils ont leur championnat professionnel. Libérer des joueurs professionnels, alors c'est un voyage de 3 semaines en bateau, plus la compétition, puis le retour pour une compétition, mais quel intérêt puisque eux sont les meilleurs. Donc qu'est-ce qu'ils ont à prouver ? Et donc le gouvernement uruguayen est prêt à payer 10 000 livres sterling, donc ce qui est une somme énorme pour l'époque, la fédération anglaise pour qu'elle envoie son équipe nationale, qui n'en fait rien. Les Anglais ne participeront à la première Coupe du Monde qu'en 1950. Et quand ils sont éliminés en phase de poule, après une défaite contre les États-Unis 1-0, les journalistes anglais regardent leurs homologues européens qui vont rester pour la suite de la compétition en disant « Mais pourquoi est-ce que vous restez ? Maintenant que l'Angleterre est éliminée, il n'y a plus aucun intérêt à rester ici. » Le foot déchaîne les passions en dehors de l'Amérique du Sud, d'ailleurs partout. Vous avez parlé de Bourdieu et je vais citer un autre penseur célèbre qui est Éric Cantona, qui a déclaré « On peut changer de femme, de parti politique, de religion, mais on ne peut pas changer l'équipe de football que l'on supporte. » Et c'est d'autant plus vrai lorsque deux équipes coexistent au sein d'une même ville, et on appelle cette confrontation entre les deux équipes un derby. Selon quelle ligne se fait... au pluriel, se fait la séparation entre supporters d'une même ville ? Alors c'est une vraie question. Il y a plusieurs modèles. Alors tout vient évidemment de la Grande-Bretagne. Alors là aussi, il faut toujours se méfier. C'est-à-dire qu'on a affaire à une industrie culturelle et on va dire, en gros, quasiment les 80 premières années du football professionnel, alors qui est professionnalisé dans la décennie 1880 en Angleterre. La question, c'est comment gagner de l'argent, puisque c'est une industrie qui est là pour faire de l'argent. C'est essentiellement par les spectateurs payants. Et quel est le match qui marche le mieux ? C'est justement le derby, c'est-à-dire l'affrontement contre un club d'un quartier voisin ou d'une même ville, puisque à l'époque où les transports sont pas aussi développés, l'essentiel des déplacements ou l'essentiel de l'intérêt, ce sera quand on affronte ce voisin qu'on hait. Mais alors justement, cette haine sportive, sur quelle base est-ce que cette industrie, par exemple la presse journalistique, suscite l'intérêt pour le fait que Everton, c'est pas la même chose que Liverpool, que Manchester United, c'est pas la même chose que Manchester City, etc. Dans la société anglaise, la première différenciation, c'est religieux, entre protestants. Alors, entre sectes protestantes et entre protestants et catholiques, notamment, par exemple, à Glasgow, où le grand derby, celui qui marche le mieux, et d'ailleurs, c'est comme ça que les Écossais en parlent, ils parlent d' old firm, c'est-à-dire, en gros, la bonne vieille affaire, parce que là, on était sûr de le répéter à la fois dans le championnat, mais on faisait aussi des matchs de charité entre le Celtic, qui est les clubs catholiques des immigrés irlandais, et les Rangers, qui est là le club des protestants loyaux à la couronne britannique. Donc il y a cette distinction religieuse qui marche assez peu dans les autres pays. La plus classique, c'est les riches et les pauvres. En gros, l'idée qu'il y a un club des bons quartiers, des beaux quartiers, et celui de la banlieue de plus en plus ouvrière. Alors,
comme toujours. Alors, évidemment, il y a des différences selon les pays. L'Italie rajoute l'idée qu'il y a le club de la ville-centre contre le club, on va dire, de la région, dans laquelle c'est l'Inter de Milan, avec son nom international, qui veut dire qu'elle est plus ouverte que le Milan, qui lui est vraiment le club de la ville de Milan. Tout ça, en gros, c'est mis en place, et c'est ça qui est intéressant, c'est que l'imaginaire finit par avoir des incidences sur la réalité. C'est pas parce que c'est construit et que c'est faux, enfin, que c'est faux au sens où c'est artificiel, que les gens ne finissent pas par y croire. Tout ce que montre, c'est que ce qui compte dans ces cas-là, c'est les histoires qu'on aime se raconter et qui justifient les appartenances footballistiques, en partie pour des raisons sociales, politiques, religieuses. C'est ce qu'on voit d'ailleurs aussi en France, avec la rivalité entre le Paris Saint-Germain et l'OM qui a été montée par Canal+ dans les années 90, le PSG qui a été créé dans les années 70 et qui n'existait pas vraiment dans les années 80, et c'est vraiment cette rivalité télévisuelle qui a fait que le produit est devenu aussi phare en fait. Totalement, et maintenant les supporters parisiens sont persuadés qu'il y a un ennemi sportif qui est le Marseille, alors que historiquement, depuis le premier championnat de France professionnel, donc en 1932, les affrontements entre Paris et Marseille n'étaient pas des moments phares. Enfin, il y avait le Racing de Paris. Le Red Star a jamais joué en première division, mais le Racing et l'Olympique de Marseille. Mais en fait, c'était pas un événement structurant footballistiquement, alors que ça aurait pu. Marseille est champion de France très tôt, le Racing aussi. Enfin, c'est un des grands clubs du championnat. Mais ce qui compte, c'est Paris-Province. Dans l'imaginaire français, c'est d'abord ça qui fonctionne, plus que Paris-Marseille. Vous avez parlé, Fabien Archambault, des différences sociologiques entre les clubs et aussi des différences religieuses, notamment en Écosse. Et le facteur religieux, on le voit aussi en France et en Italie d'ailleurs. En France, par exemple, on apprend que ce sont les terres où l'Église est la plus influente que la pratique sportive du football est la plus développée. Et en Italie, c'est encore plus fort que ça. Vous montrez que l'Église a été décisive pour le développement du football. De quelle manière ? Alors c'est, là aussi, toujours, méfions-nous des illusions rétrospectives. Les Italiens n'ont... et le football est le sport national, au sens de le plus pratiqué, le plus suivi en Italie. Et ça n'a pas toujours été le cas. Et c'est même assez récent, c'est seulement dans les années 60 que ce football accède à ce statut qui était occupé jusque-là par le cyclisme, qui était le vrai grand sport national, qui passionnait le plus les Italiens. Qu'est-ce qui explique le basculement ? C'est en 1945, à la chute du fascisme, l'Église a des projets pour restaurer une société chrétienne après la parenthèse fasciste, et le football est un sport disponible. C'est une pratique culturelle qui est assez urbaine, plutôt les classes moyennes urbaines, mais qui n'est pas tant marquée par le fascisme que ça. Donc là aussi, on nous parle de Mussolini qui aurait utilisé les 2 victoires pendant la Coupe du Monde en 1934 et en 1938 pour asseoir son pouvoir, mais il le faisait avec tous les sports. C'est-à-dire, dès qu'un athlète italien ou une équipe italienne pouvait avoir des succès, évidemment, c'était récupéré par le régime. En 1938, la grande affaire, c'est pas la victoire en Coupe du Monde à Paris, c'est la victoire de l'équipe d'Italie menée par Gino Bartali dans le Tour de France. C'est ça le grand événement qui va passionner les Italiens, qui va donner encore plus de consensus au régime. Donc en gros, il y a ce sport, le football, qui est disponible, et l'Église décide de mettre le paquet dessus, en gros, dans l'après-guerre. Et comme c'est une institution qui est interclassiste et qui a un maillage territorial qui lui permet d'atteindre les contrées les plus reculées du pays, en une quinzaine d'années, le football devient le sport national au sens où il est pratiqué du haut en bas de l'échelle sociale et de Trente jusqu'à Palerme, du fait de la présence des paroisses. Si le football est devenu le sport national d'Italie, c'est parce que l'Église a choisi d'en faire l'instrument privilégié dans le domaine culturel de sa présence dans la société italienne. Il y a un domaine aussi qui est une problématique qui est liée au football, Fabien Archambault, c'est la violence. Vous en parlez un tout petit peu en parlant du derby de Glasgow. On apprend que c'est le seul au monde à avoir causé la mort d'un participant sur le terrain. C'était en 1931. À l'époque, l'attaquant des Rangers ne retient pas sa frappe, tandis que le gardien du Celtic se jette dans ses pieds pour capter le ballon. Et s'ensuit un traumatisme crânien qui aboutit au décès du gardien. Mais le foot, ce sont donc des actions violentes sur le terrain, des blessures graves, mais aussi une violence en dehors du
terrain. Je pense au hooliganisme par exemple, les débordements dans les tribunes, le stade du Heysel en 1985, le stade de Hillsborough en Angleterre en 1989 avec plusieurs centaines de morts. Et c'est quelque chose qu'on a aussi vu en France, notamment autour du Paris Saint-Germain. C'est quelque chose que vous n'abordez pas beaucoup dans le livre. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas plus traité de la violence, qui est quand même aussi une partie intégrante du football? Oui, alors pour moi, le problème de la violence dans le football, en fait, alors qui est réel, vous l'avez rappelé, etc., est un phénomène culturel en soi. C'est-à-dire que le football, alors notamment en France, et c'était le cas aussi en Angleterre dans les années 70-80, justement, un moment de crise, de désindustrialisation, de crise de la classe ouvrière anglaise, dans un contexte politique d'ascension d'une droite ultralibérale avec Thatcher, où le football a été utilisé pour stigmatiser les classes populaires britanniques. Alors en France, c'est un peu moins le cas, encore que, c'est-à-dire le football est moins important, mais en gros, dans les hiérarchies socio-culturelles françaises, le football a longtemps pâti d'un déficit de légitimité, notamment dans les classes supérieures. Et donc, en gros, il y a un soupçon, comme toujours, les classes populaires sont dangereuses. Il faut les discipliner parce qu'elles ont une propension à l'ensauvagement qui est essentialisée et naturalisée. Donc, en fait, j'étais mal à l'aise avec cette question de la violence. C'est-à-dire que pour moi, c'est un des discours, mais qui est le produit de la société française, pour délégitimer et pour maintenir à l'écart du discours, on va dire, public acceptable, le fait qu'on puisse supporter une équipe de football. C'est là où on voit la différence entre la société française et la société anglaise ou la société italienne, mais aussi allemande, mais aussi espagnole. C'est que le football n'a pas réussi à obtenir l'onction des élites, qu'elles soient politiques, économiques, littéraires, même si les choses ont changé avec 1998. Ce que vous dites aussi, c'est que le football finalement reflète l'état de sa société et il reflète aussi l'état du monde, les conflits. Cependant, il semble moins soumis aux soubresauts géopolitiques que les Jeux Olympiques. Je prends par exemple l'exemple du boycott, où les Jeux Olympiques de Moscou en 80 et de Los Angeles en 84 ont donné lieu à un boycott important de l'autre bloc. Et à la même époque, en 1978, la Coupe du Monde organisée en Argentine sous la dictature du général Varela avait aussi donné des discussions relatives au boycott, mais ça n'a abouti à rien. Et on voit la même chose récemment en 2022 au Qatar, où là aussi on parle de boycott et puis finalement tout le monde y va. Comment vous expliquez que le football, qui est le sport le plus populaire, soit relativement apolitique ? Alors je pense qu'il y a une première raison qui tient en fait à la difficulté de contrôler un match de football. C'est-à-dire que dans tous les sports collectifs, quand vous avez une équipe qui est meilleure, elle gagnera, que ce soit en rugby, en handball, en basket. C'est difficile. Si vous êtes vraiment d'un niveau inférieur, vous prendrez 30 points en basket, vous prendrez 15 buts en handball, etc. En football, même, et c'est peut-être une des raisons de sa popularité, c'est-à-dire que même une très bonne équipe, si vous défendez bien et que vous jouez en contre-attaque, par exemple la tactique qu'on met au point les Italiens dans les années 30 pour battre la grande équipe qui était l'équipe d'Autriche à ce moment-là, vous pouvez gagner 1-0. Ou la Grèce à l'Euro 2004. Exactement. Et donc, ça, à mon avis, c'est que le revers de la médaille pour les pouvoirs politiques, c'est que c'est très compliqué de contrôler un match de football. Comment acheter le résultat d'un match de football ? C'est quasiment impossible, en fait. Donc, à mon avis, il y a un retrait on va dire, de la puissance politique sur... Par exemple, l'URSS aurait voulu gagner la Coupe du Monde de football, vu qu'elle est signifiante mondialement, dans son combat culturel, ça aurait été très important, mais... Là aussi, c'est compliqué de gagner une Coupe du Monde. Il y a très peu de pays qui peuvent se permettre. La deuxième chose, c'est dans les pays où le sport est roi, on va dire, l'Amérique du Sud, une bonne partie des sociétés européennes, c'est un instrument du consensus politique. Non pas de l'affrontement partisan, mais de comment est-ce qu'on se raconte ensemble. Qu'est-ce qu'une société ? Qu'est-ce qui fait qu'elle tient ensemble ? Et le football a accédé à ce statut où il permet de raconter l'histoire d'une communauté, en l'occurrence la communauté nationale. Donc là, vous avez parlé de l'Argentine. Il y a une anecdote célèbre des prisonniers politiques dans l'école de mécanique navale de Buenos Aires où ils étaient torturés par leurs tortionnaires. Pendant les matchs, tortionnaires et victimes écoutaient ensemble à la radio et communiaient ensemble dans les résultats de l'Argentine. Donc là, on voit le fait que le football est tellement lié à l'identité d'un pays qui dépasse les oppositions partisanes.
Vous avez parlé de l'Union soviétique, Fabien Archambault, et c'est vrai que contrairement à ce qu'on pense, le football s'y est développé, c'est quasiment professionnalisé. On parle plutôt d'amateurisme d'État, où les joueurs étaient en fait fonctionnaires dans la police, au ministère de l'Intérieur, etc., et en fait étaient payés pour faire du foot. Et on a discuté un petit peu en amont de cette émission sur les différentes histoires que vous proposez. Et il y en a une qu'on voulait raconter parce qu'elle m'a beaucoup marqué. Alors aussi parce que je ne la connaissais pas et pourtant je connais pas trop mal le foot. Une histoire que vous appelez le match des morts vivants. Et on va montrer, comme là, sous la dictature argentine, à quel point le football peut être aussi un élément important et sort du cadre du sport. Là, c'est une histoire qui se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale, en 1942, à Leningrad, qui est assiégé par les Allemands. Que se passe-t-il à ce moment-là avec le foot ? Effectivement, c'est le siège de Leningrad qui a duré 3 ans, de septembre 41 jusqu'à janvier 44, qui a causé 1 million de morts. Et les Allemands commencent à diffuser des tracts dans la ville de Leningrad en disant Leningrad est une ville de morts vivants, en montrant les photos de cadavres qui jonchent les rues. Le Parti communiste décide de montrer que ce n'est pas le cas. Et comment le montrer ? Utiliser un sport qui est déjà populaire, parce que comme vous l'avez dit, depuis 1936, la première perestroïka, on a créé un championnat qui, comme vous l'avez dit, est en fait un championnat professionnel. Le Parti communiste se contente de protester contre le montant des transferts entre des joueurs et le prix des billets, qui trouve trop élevé pour les ouvriers. Donc en fait, ça ressemble beaucoup au reste du monde professionnel. Donc, décide d'organiser un match de football pour montrer que Leningrad ne se rendra pas et que malgré la faim, on est capable encore d'avoir une vie normale. Alors, comment organiser un match ? Alors, le plus simple, c'est de passer par les clubs de la police, donc qui sont en Union soviétique, mais comme dans tous les pays de l'Est, qui est le Dynamo, et d'organiser un match qui sera un match de propagande, c'est-à-dire qui non seulement sera joué, mais surtout sera retransmis à la radio, à la fois dans toute l'URSS, mais aussi de l'autre côté des lignes allemandes. Donc là, on prend 2 communistes autrichiens exilés en Union soviétique qui assureront le commentaire en allemand pour miner le moral des assiégeants allemands, pour leur dire non, vous croyez nous avoir écrasés, et c'est pas le cas. Donc en gros, c'est très difficile de monter les matchs parce que tout le monde meurt de faim. Donc il y a 3 matchs en fait, entre mai et juin il y a une série de 3 matchs qui se jouent. En gros, il y a le Dynamo, alors on prend les marins de la flotte de la Baltique, mais alors qui ont moins de rations alimentaires que les membres de la police politique, le NKVD. Donc ils seront écrasés, 7-3 je crois le premier match. Et le deuxième et le troisième match ont réussi à recréer le derby de Leningrad entre le Dynamo et le Zénith, qui est le club de l'intelligentsia de Leningrad. Et donc là, au début, le gardien du Zénith, on le retrouve, il est mort. Donc on met l'arrière droit, et donc là aussi, ils perdent largement. Mais le troisième match, en gros, il y a 2-2. Et c'est des matchs qui ont été très importants dans la grande guerre patriotique. C'est-à-dire, en fait, le commentaire des matchs a été... Alors, il y a tout le déroulement des matchs, c'est-à-dire que c'est diffusé en direct à la radio en entendant le bruit des bombes. C'est-à-dire que les Allemands, qui écoutent aussi de l'autre côté de la ligne de front, veulent interrompre le match. Exactement. En le bombardant. En fait. Alors le premier match, ils tirent, il y a des snipers qui blessent un des joueurs et qui se relève et qui tient à continuer. Le deuxième, en rétorsion, donc les Allemands bombardent le terrain de jeu du Dynamo. Donc les deuxième et troisième matchs se jouent sur des champs de patates au sens propre du terme. Donc voilà, il y a une anecdote où à un moment donné, ils sont bombardés, mais c'est des bombes qui tombent à côté. Et donc Bishkov, qui est le capitaine du Dynamo, va voir l'arbitre, qui lui est de l'armée, Bissov, en lui demandant, camarade arbitre, est-ce qu'il ne faudrait pas arrêter le match ? Il dit, camarade capitaine, nous ne sommes pas ici pour nous amuser, c'est une mission de guerre donnée par l'état-major. Et ça a fonctionné, c'est-à-dire que dans l'URSS, il y a une très grande popularité de ces 2 équipes. Zénith et Dynamo, qui en gros ont montré que la société soviétique ne se rendrait pas face au nazisme. Et donc pendant toutes les décennies qu'on suivit, quand tous les joueurs sont morts 1 à 1, il y a toujours eu une notice nécrologique donnée dans la presse en souvenir du martyr de la ville de Leningrad qui, au prix d'1 million de morts, ne s'est pas rendu aux nazis. Merci pour cette histoire, Fabien. Alors, le reste et la fin de mes questions sont un peu plus légères, mais bon, quand même.
Je voulais vous entendre un peu sur l'évolution du football ces 20 dernières années, parce que vous avez dit qu'en France, ça a été adopté par les élites, notamment au moment de la Coupe du Monde 1998, et on se souvient des images de Jacques Chirac en tribune, qui ne sait pas vraiment comment se comporter, et puis depuis, la classe politique s'est appropriée aussi ce phénomène. Est-ce que le football, du coup, est encore aujourd'hui un sport populaire, selon vous, et quels sont les grands défis auxquels il est confronté ? Alors oui, il est populaire, il l'est de plus en plus, c'est-à-dire qu'il est populaire au sens où les classes populaires continuent à s'intéresser au football, c'est leur sport. Et il est populaire au sens où il est de plus en plus regardé au-delà de ces classes populaires dans le pays. Même, par exemple, le statut de l'équipe nationale, qui en 98 accède à un niveau en fait de représentativité du destin collectif de la nation qui fait qu'il devient l'enjeu de débat politique, ce qu'il n'était pas du tout jusque-là. En Italie, il l'était depuis justement les années 60. Alors, la grande défaite de l'Italie à la Coupe du Monde 1966 contre la Corée du Nord avait montré que le mécanisme était en train d'opérer. En France, il opère depuis 98 seulement, et on le voit avec 2010 par exemple, ou 2018, où le pouvoir politique donne à lire où en est la société française. Est-ce qu'elle va bien ? En gros, c'est un baromètre de la manière dont nous évoluons ensemble. Il sera confronté, ce football français, à mon avis, c'est une industrie, et est-ce qu'elle a assez d'argent pour être compétitive ? C'est-à-dire que le ressort de 98, c'est le football a enfin pu donner du prestige footballistique à la nation française, ce dont elle était en gros dépourvue par rapport aux grandes nations du football. Sauf que c'est compliqué d'exister dans le football professionnel. Enfin, il y a des grandes nations de football qui n'ont pas réussi ce transfert, ce passage au professionnalisme, et surtout à la financiarisation du football. L'équipe d'Autriche, l'équipe de Hongrie sont plus les grandes dominatrices de la scène footballistique mondiale. Donc heureusement en France, on va dire, pour le football de Ligue 1, du championnat de première division, vous avez le Qatar, qui permet de se maintenir à flot, plus ou moins. Mais ce sera comment ? Mais ça, c'est à la limite une problématique qui concerne tout le football professionnel. C'est la financiarisation. Il y a deux modèles sportifs dans le monde. Le modèle britannique, on va dire, sur des fédérations, avec un emboîtement des compétitions du plus haut niveau jusqu'au football de village, et le modèle américain. Contrairement à ce qu'on peut penser, le modèle américain est celui où les finances sont le mieux régulées. C'est-à-dire qu'un sport, pour être un spectacle attractif, doit préserver un minimum d'équité entre les participants. Le football européen n'a jamais suivi cette voie-là, mais sauf que la financiarisation depuis une vingtaine d'années accentue les déséquilibres sportifs. Jusqu'à quand ? C'est-à-dire que le championnat de France, on le suit, mais si pendant 20 ans c'est toujours le même champion, est-ce que ça a encore un intérêt ? Est-ce que l'intérêt qu'on peut avoir au football, les intérêts identitaires, le Celtic Glasgow, même s'il n'était plus champion mais encore que, à un moment donné, il faut des résultats. Une dernière série de questions, Fabien Archambault, sur vos préférences personnelles, vos souvenirs principaux, parce que vous êtes historien du sport, mais aussi amateur et supporter de foot. Quelle est votre équipe de club préférée en France ? Alors, en France, c'est le Paris Saint-Germain. Mais c'est parce que je suis tombé dans la marmite quand j'étais petit. Un de mes premiers souvenirs, ça doit être le titre de 86 où mon père m'avait emmené au Parc des Princes. Et en Europe ou dans le monde ? Alors, j'ai vécu en Italie parce que j'ai fait ma thèse sur le football italien, sur le football et politique en Italie, et mes archives étaient à Rome, donc les amis que j'ai rencontrés en Italie étaient romanistes. Alors les Laziales, c'est plutôt, c'est soit les quartiers très riches, soit le Latium. Donc, je me souviens d'un match entre l'AS Roma et la Fiorentina en mars 98, victoire 4-1, but de Totti, de Batistuta pour la Fiorentina. Un des plus beaux matchs de football que j'ai vu. Donc, à la fois pour ce qui se passait sur le terrain, c'est-à-dire la Serie A était alors le meilleur championnat du monde, et surtout le public. Des choses dont on a peine à s'imaginer en France, même maintenant. C'est votre plus grand souvenir de foot dans un stade ? Alors, dans un stade, oui. Après, il y a le football à la télévision. Pour ça, ce serait l'égalisation de Sylvain Wiltord contre l'Italie en 2000 en finale du championnat d'Europe des Nations. C'est dommage, c'est un message à tous ceux qui n'aiment pas le sport, ou qui le critiquent,
qu'est-ce que vous vous perdez ? C'est-à-dire ce type de joie-là, peu de moments dans la vie peuvent les procurer. Et justement, toute période confondue, quel serait le match de légende auquel vous auriez aimé assister ? Peut-être la première finale de la Coupe du Monde en Uruguay, en 1930. Au stade national. Voilà, au stade du centenaire. Du centenaire, pardon. À Oui, parce que Montevideo. c'était le centenaire de l'indépendance de l'Uruguay. Exactement. Très bien. Merci beaucoup pour ces confidences, Fabien Archambault. Je rappelle Merci le titre, à vous. Je rappelle le titre de votre livre, Coup de sifflet, une histoire du monde en 11 matchs. C'est paru chez Flammarion. C'est un bon complément à l'autre livre que vous avez publié sur le sport chez Flammarion, Les légendes du siècle, une histoire des Jeux en 12 médailles. Les deux sont d'ores et déjà disponibles en librairie et en entretien avec ce podcast. Merci beaucoup d'avoir accepté une nouvelle fois cette invitation. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie une fois de plus. Et je remercie toutes les auditrices et les auditeurs de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous bientôt pour un prochain épisode. Merci.